BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins du monde qui se construit, des contemporains du futur. Les pros, les cryptos, c'est chaque vendredi à retrouver aussi sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Nos NFT, nos talents non fongibles, rien qu'à nous, sont là, disponibles et présents. Ils répondent à l'appel de BFM Business. Claire Balva, bonjour Claire. Bonjour Guillaume. VP Stratégie pour Debloc et Thibaut Boutroux pour Meria est avec nous aussi, il nous accompagne. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Dans un instant, on va parcourir bien sûr les grandes actus de la semaine. Elles ont été nombreuses. Mais d'abord, Bitcoin qui monte, qui refranchit cette semaine les 100 000 $. Et l'Ether, que dire de l'Ether? Il a un point de vue très clair sur le sujet. C'est Xavier Fenot, il est avec nous lui aussi. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Associé chez Interactive Trading, d'abord Bitcoin à plus de 100 000 $. Ça y est, on les rallie à nouveau cette semaine Xavier. Est-ce que cette fois, vous sentez que les 100 000 sont partis pour durer un peu plus longtemps que les deux fois précédentes? C'est vrai qu'on répète déjà ici régulièrement que tous les voyants sont ouverts sur Bitcoin et ça le reste encore aujourd'hui. Alors, 100 000 $, c'était un premier objectif. Il a été atteint. Pour moi, la vraie zone, c'est plutôt 107 000 $, non loin des records historiques. Alors, pour faire simple en 3 points, première chose, on a la résilience des actifs risqués avec les marchés traditionnels, malgré un contexte de guerre commerciale. Cette semaine, on a quand même été aidé par une Fed finalement qui se dit confiante et attentive à la fois. On a un optimisme global sur les cryptos qui a été aidé cette semaine par l'upgrade d'Ethereum. On en parlera peut-être juste après. Et puis, effectivement, sur Bitcoin, alors, on a toujours eu en fait une configuration technique positive à long terme, tant qu'on était au-dessus des 75 000 $, au-dessus des 88 000 $ à moyen terme, et désormais au-dessus des 95 000 $ à court terme, tant qu'on ne repasse pas sous ces niveaux. Moi, j'ai toujours pour objectif 107 000 $ en ligne de mire. En fait, Bitcoin, c'est vraiment celui qui a tenu le marché dans la difficulté ces derniers mois, qui a relancé en premier à chaque rebond du marché, avec une dominance, je rappelle, qui est montée quand même à 65%. Son poids dans le marché, c'est un record depuis mars 2021, faisant même effectivement de l'ombre peut-être à toutes les autres, dont le numéro 2, Ethereum. Mais depuis cette semaine, c'est en train de changer parce que c'est quand même le grand comeback d'Ethereum. Le grand comeback d'Ethereum, c'est le chien fou là. Non, c'est impressionnant effectivement. Ethereum qui remonte aussi comme un bolide. On est à plus de 2300 $ aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe sur Ethereum en l'occurrence et sur Ether puisqu'on parle de la crypto là aujourd'hui, Xavier? C'est vrai que l'Ether a été délaissé depuis des mois. On est tombé quand même à moins 60% depuis le début de l'année. Beaucoup ont lâché l'affaire sur Ether. Alors, je vous disais en fait rester avec un peu de recul finalement. Enthousiaste parce que finalement, en fait, ça fait 4 ans qu'il fait du yo-yo, l'Ether entre 1 000 $, il remonte à 4 000, il retombe à 1 000. Et puis, on a eu l'upgrade d'Ethereum cette semaine, appelé Spectra, je pense que vous allez en parler juste après, qui au-delà en fait des apports fondamentaux de la blockchain, ça apporte de l'intérêt au fonctionnement des cryptos au sens large, en fait, au-delà de l'évolution des prix, que ça se développe encore, que ça marche de mieux en mieux, moins coûteux, plus rapide, plus efficace, plus attractif pour les développeurs, les utilisateurs. En fait, ça donne confiance, ça fait parler. Et ça montre que les cryptos, c'est pas que de la spéculation. J'étais positif avec cet upgrade, mais en toute sincérité, je ne pensais pas à un mouvement aussi violent de plus 30% depuis jeudi. En 2 jours, on a repris 2 mois de baisse. Par contre, on ne risque pas de tenir ce rythme aussi rapide longtemps, mais déjà, ça met fin en fait à cette sous-performance dont on parlait de plusieurs mois vis-à-vis du Bitcoin. Ça invalide complètement les tendances baissières à court terme. Donc 2 000 $, maintenant qu'on les a passés, ça sera à préserver pour ne pas retomber, excusez-moi du terme, entre guillemets, dans la dépression. Et prochain objectif, 2 800 $, c'est un niveau qui avait été construit au mois de février. En fait, il fallait un changement psychologique de marché. Et même si c'était prévu, ce fork Spectra, c'était clairement pas prévu que ça booste autant à court terme, que ce soit l'Ether et surtout l'ensemble du marché. Et ça va aider en plus Bitcoin, qui jusque-là était presque le seul à retenir l'attention. Donc voilà, un dernier mot, bravo quand même aux crypto-enthousiastes qui n'ont pas abandonné malgré ces vents et marées, parce qu'on dit souvent, oui, il faut prendre du recul, on est là pour le fondamental. Et quand vous avez des cours comme ça qui perdent 50-60%, c'est pas évident. Donc ça va redonner une bouffée d'air frais sur Ethereum et l'ensemble du marché. Et je pense que ce sera plus durable qu'un simple rebond de plus 30%. On souhaite, ceci dit, il faut toujours prendre un peu de champ. Et c'est un membre de la communauté crypto qui tweetait il y a quelques minutes que la première fois que Bitcoin, Xavier, a touché 100 000 $, Ether était à 4 000. La deuxième fois, Ether à 2 000. Et la troisième fois, c'est-à-dire maintenant, Ether est plus qu'à 2 000. 2300. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette sous-performance. Donc on a un regain effectivement d'enthousiasme à court terme. Il y a encore du chemin à faire. Mais pour le moment, si on prend du recul, ça fait c'est vrai 4 ans qu'on est entre 1000 et 4000. Mais je pense encore une fois que c'est au-delà même juste de l'interprétation des cours à court terme. Je
pense que ça apporte beaucoup plus de valeur d'un point de vue fondamental et beaucoup plus de confiance, notamment aussi dans l'écosystème, pour ceux qui en doutaient en tout cas. Merci Xavier. Xavier Fenot, associé pour Interactive Trading et au cœur de l'actualité crypto de la semaine, donc la remontée des cours et le Bitcoin qui a refranchi les 100 000 $. Est-ce que cette fois c'est différent? Est-ce que le potentiel de poursuite à la hausse est plus important que les fois précédentes où il avait aussi touché 100 000? Nos pros vont répondre. Les stablecoins, une occasion gâchée pour l'Europe, les stablecoins. Les instances de la BCE commencent apparemment à s'inquiéter de la montée en puissance des stablecoins dans les systèmes de paiement mondiaux. Visa a lancé récemment des initiatives pour faciliter les paiements en stablecoin. L'Europe est-elle en train de perdre le match? Et puis Ethereum, on en parlera, donc la remontée d'Ether. Et Vitalik Buterin qui en plus envisage une simplification. Il a formulé des propositions pour simplifier le fonctionnement de la blockchain à l'instar de la blockchain Bitcoin. C'est votre machine à concentrer l'essentiel. Elle s'actionne tout de suite, cette machine. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec cette semaine Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Et Thibaut Boutroux. Bonjour Thibaut, ravi de vous retrouver aussi. Bonjour Guillaume. Les 100 000 $ donc retrouvés, c'est les grandes retrouvailles cette semaine avec les 100 000 $ sur Bitcoin. Est-ce que ces 100 000 $ là sont un peu meilleurs que les précédents? Est-ce que vous sentez que le Bitcoin est prêt à poursuivre à la hausse davantage que les précédentes fois où il avait touché 100 000? Claire? Moi, je dirais que ce qui me rassure, c'est qu'il y a moins d'euphorie que la première fois où on a passé 100 000. La première fois où on a passé les 100 000 $, tout le monde ne parlait que de ça. C'était presque l'événement de l'année et il y avait une euphorie où on se disait on a passé les 100 000, on va peut-être arriver aux 200 000. Et donc, c'était pas très rationnel. Là, j'ai l'impression que le fait d'être passé par cette phase de baisse, de range, ça a donné une meilleure maturité au marché. Et donc, on aborde ces 100 000 plus sereinement. Ça ne veut pas dire que ça va monter jusqu'au ciel, mais en tout cas, les attentes sont un peu plus réalistes. Oui. Thibaut, même point de vue, l'ambiance, l'atmosphère autour de ces 100 000 $ là, ceux qu'on a ralliés, reconquis hier, est plus sereine que les deux fois précédentes? Ouais, aligné, c'est vrai qu'en tout cas, ça paraît plus pragmatique cette fois que peut-être la fois précédente. Ça s'est fait plus progressivement, qui plus est dans un contexte qui est un peu plus complexe aussi. Donc, ça montre qu'il y avait une vraie volonté et une vraie demande de la part des investisseurs qui se confirme au moindre rayon de soleil au niveau des tensions internationales. Les investisseurs sont revenus sur Bitcoin. Donc, sur du long terme, c'est des signaux qui sont positifs, effectivement. Le monde de demain se bâtit. On parlera d'Ether à nouveau dans un instant. Effectivement, et ce fork dont nous parlait Xavier Fenot. Mais dans le monde de demain, il y aura peut-être aussi, surtout, on verra, mais les stablecoins. Encore un pas important ces derniers jours qui va participer à intégrer davantage les stablecoins à notre quotidien et à les diffuser. Visa, PayPal ont annoncé, Thibaut, des initiatives pour intégrer les stablecoins à leur système de paiement. Oui, tout à fait. Les stablecoins sont vraiment en train de prendre beaucoup de place. On est passé d'un marché de niche il y a quelques années à quelque chose aujourd'hui qui est globalisé. Quand on voit la croissance sur les volumes, que ce soit en termes de volume de transactions, en termes de nombre de transactions, en termes de détention sur les wallets, c'est assez énorme. Et donc, les géants du monde du paiement s'y trompent pas. Visa a fait 2 grosses annonces, une la semaine dernière en partenariat avec Bridge pour faciliter finalement maintenant l'usage des stablecoins auprès des commerçants en intégrant du coup des cartes pour que les utilisateurs et les détenteurs de stablecoins puissent aller payer plus facilement auprès des commerçants avec une compensation qui est faite automatiquement pour que le commerçant puisse directement récupérer de la monnaie locale. Donc on a plein de briques qui sont en train en fait de venir, qui sont des usages très concrets. Visa a continué cette semaine en participant à la levée de fonds d'une entreprise britannique qui est spécialisée aussi dans les infrastructures de stablecoin. PayPal est en train d'avancer aussi avec un modèle d'incentive sur son stablecoin. Donc, on a beaucoup d'innovations qui sont en train d'être mis en place. Tous les géants sont en train d'accélérer avec la grosse différence, c'est que maintenant, ça y est, c'est des usages qui sont très concrets, qui sont très palpables et qui touchent directement à l'usage dans le quotidien pour monsieur tout le monde. Donc, les stablecoins sont vraiment en train de s'intégrer dans les moyens de paiement et les chiffres montrent que c'est une adoption qui est factuelle et on n'est plus uniquement sur de l'innovation. Et on a vu des articles apparaître cette semaine sur une inquiétude des instances de la Banque Centrale Européenne face à cette montée en puissance, c'est vrai, de plus en plus palpable et de tous les côtés des stablecoins, Claire. Alors ça me fait sourire parce qu'en réalité, ça fait des années qu'on alerte sur ce sujet. Je me souviens, j'avais écrit des articles, mais je n'étais pas la seule en 2020, 2021, 2022 sur le fait que l'immense majorité des stablecoins étaient indexés sur le dollar. Et on a l'impression que nos institutions le découvrent en 2025. Et donc, c'est vrai que ça nous met un peu en colère parce qu'on a essayé de faire le maximum pour alerter sur ce sujet. Et au final, on a pris des années de retard. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation
où les seuls stablecoins qui sont suffisamment liquides, suffisamment grands, régulés en Europe, ce sont principalement des stablecoins dollars. Il y a quelques stablecoins euros, mais qui sont tout petits en termes de capitalisation. Et la réglementation qui est en place pour les stablecoins euros fait que c'est pas très rentable en fait d'émettre aujourd'hui un stablecoin euro en Europe parce qu'on est obligé de surcollatéraliser à 102%, que les taux d'intérêt de la BCE sont pas si attractifs que ça. Donc les entreprises qui le font risquent de perdre de l'argent. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour une boîte aujourd'hui d'aller émettre un stablecoin dollar. Et le risque c'est quoi aujourd'hui? C'est que dans 10 ans, les Européens ils utilisent du dollar. Et que l'euro, finalement, s'efface au profit du dollar, même en Europe, et qu'on se retrouve, nous, Européens, à privilégier le dollar par rapport à notre propre monnaie. Donc, il y a vraiment un enjeu ici de compétitivité de l'euro qui est hyper important, et c'est crucial que la BCE comprenne que maintenant, il y a un enjeu de timing. Et qu'il faut absolument favoriser l'émergence de stablecoin euro, donc prendre des mesures, pour le coup, vraiment pro-business, pour favoriser, aider les acteurs privés, en fait, à émettre ces actifs-là, à les rendre compétitifs face au dollar, parce que sinon, on va juste perdre l'usage de l'euro petit à petit. Mais juste pour se projeter, pourquoi est-ce que les Européens se mettraient à utiliser des stablecoins plutôt que des euros, et donc essentiellement des stablecoins dollars, puisque ce sont eux qui sont majoritaires sur ce marché des stablecoins? En fait, ils vont les utiliser sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous utilisez de l'argent numérique qui est dans votre compte en banque, et cet argent numérique, vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a derrière, et à la limite, peu importe. La conviction de la plupart des personnes qui sont dans la crypto, c'est que petit à petit, toutes nos infrastructures financières vont migrer sur des infrastructures crypto. Quand je parle d'infrastructures financières, c'est la monnaie du quotidien. Alors, ça peut être de l'Ether, du Bitcoin, mais ça va surtout être aussi des actions d'entreprise, des obligations, plein d'actifs financiers. Et les portefeuilles aujourd'hui, les infrastructures crypto, arrivent petit à petit à être beaucoup plus compétitives pour le transfert d'argent à l'international, pour l'automatisation de tout un tas d'applications financières. Et donc, petit à petit, les stablecoins vont remplacer les monnaies traditionnelles dans le paiement. Moins de frais et plus de rapidité. Moins de frais, c'est plus rapide, il y a moins d'acteurs. Au lieu d'avoir 4-5 acteurs sur la chaîne du paiement, on n'en aura qu'un ou deux. Oui, mais en face, la BCE a sa propre stratégie. Elle privilégie, elle avance quand même. Elle n'est pas là en train de rester dans le monde des années 80. Elle avance sur une devise numérique de banque centrale et sur son euro numérique. C'est-à-dire que du côté des États-Unis, il y a le pari des stablecoins plutôt qu'un dollar numérique. Ici, en Europe, il y a un pari qui est assumé, celui de l'euro numérique. Pourquoi l'Europe perdrait-elle? Pourquoi l'euro numérique? Pourquoi les devises numériques de banque centrale ne feraient pas le poids face aux stablecoins? Là aussi, c'est une question de timing. C'est-à-dire que les devises numériques de banque centrale, si elles arrivent en 2030, au moment où les stablecoins dollars se sont déjà répandus en Europe, elles arrivent simplement trop tard. Et donc, ça veut dire que nos institutions devront forcer l'adoption de cet euro numérique, ce qui me semble quand même un peu compliqué, de forcer l'usage des Européens quand ils ont déjà adopté quelque chose. Donc, pour moi, c'est faire le pari d'une recentralisation et de l'utilisation d'une technologie qui a d'ailleurs pas encore fait ses preuves face à des infrastructures ouvertes. Alors moi, ça me rappelle complètement le dilemme qu'on avait eu à l'ère d'Internet, quand en France, on utilisait le Minitel alors que petit à petit, les infrastructures d'Internet se répandaient. Voilà, ça me fait beaucoup penser à ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut en tout cas pas tout miser sur le même cheval et se dire, certes, si on veut avancer sur l'euro numérique, pourquoi pas, allons-y, faisons des projets, mais il faut aussi regarder ce qui se passe du côté des stablecoins, et voilà, parce que si finalement on mise tout sur l'euro numérique et qu'ensuite les stablecoins dollars sont là, on aura tout perdu. Pas tout miser sur le même cheval. Les Américains, eux, voient dans les stablecoins un possible cheval de Troie, du dollar, justement, vous le disiez. Thibaut, vous pensez que quelque part, notre destin est écrit d'avance, c'est-à-dire que si l'Europe continue de privilégier l'euro numérique plutôt que les stablecoins, eh bien l'euro finira par disparaître, c'est un grand mot, mais s'affaiblir considérablement? En tout cas, c'est certain que pour moi, les stablecoins, ils ont même déjà gagné la partie. On essaie de prendre un pari, en fait, là où il n'y a pas lieu d'en avoir, et là où d'autres zones géographiques ont été beaucoup plus pragmatiques que nous, c'est que les stablecoins, le besoin naît du terrain. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui s'est imposé aux gens, c'est les gens qui sont venus chercher l'usage chez les stablecoins, et derrière, les acteurs privés, en innovant, ont adapté ça, ont mis beaucoup d'innovation, beaucoup de moyens. D'ailleurs, on voit aujourd'hui tous les géants du paiement qui investissent massivement dans ces solutions. On voit aussi les établissements bancaires qui sont en train d'y aller. C'est pas pour rien, et l'innovation va continuer. Et tous ces établissements-là ont une capacité à être beaucoup plus agiles que ce que ne peuvent être les États avec des projets publics comme les MNBC. Donc, qu'on prenne le pari de la MNBC, qu'on regarde ce qu'il y a à chercher derrière. Pourquoi pas? On va pouvoir aussi peut-être même s'inspirer de certaines initiatives privées qui vont avoir des briques intéressantes. Mais de là à mettre une barrière sur les stablecoins, je pense qu'on se trompe complètement de combat, parce qu'on le voit dans d'autres zones géographiques où
c'est déjà en place. C'est-à-dire que, je le disais juste avant, les stablecoins ne sont plus un marché de niche. Aujourd'hui, les volumes montent. Je crois que sur les 12 derniers mois, il y a plus de volume sur les transactions en stablecoin que sur les réseaux Mastercard et Visa. Donc, c'est en train de se passer. Donc, il ne faut vraiment pas qu'on se trompe de combat là-dessus. Et on a encore un petit peu des œillères en Europe, là où les réglementations à l'extérieur sont plutôt en train d'essayer de s'adapter en fait à cette réalité du terrain pour pouvoir plutôt l'épouser, là où nous, on essaye d'apporter une réponse pour essayer de la contrer, alors que c'est déjà trop tard. Oui, Visa et PayPal donc, ont annoncé des initiatives pour intégrer de plus en plus les stablecoins ces derniers jours, intégrer les stablecoins à leur système de paiement. Voilà, une brique supplémentaire, vous le disiez. Puis on entend parler de Meta aussi, Facebook, Insta, tout ça, qui pourraient aussi choisir de valider, d'intégrer les stablecoins pour les paiements. Vous savez que Facebook était moteur pour sa propre devise numérique, le Libra, c'était il y a quelques années. Finalement, ce sont peut-être les stablecoins qui seront validés sur le réseau Facebook, Instagram, l'univers Meta. Ce serait aussi une brique importante pour la suite. Voilà, c'est ce monde de demain en construction que les pros des cryptos vous décrivent chaque vendredi. Mais il n'y a pas que les stablecoins dans le monde de demain. On aura sans doute aussi du Bitcoin, bien sûr. On en a peut-être d'ailleurs trouvé les raisons de l'intérêt soudain depuis quelques mois des États-Unis pour le Bitcoin. Il est en effet aussi, le Bitcoin, au cœur de la bataille d'influence face à la Chine. Et c'est clair, le directeur adjoint de la CIA lui-même qui l'explique et qui l'assume. Oui, alors il y a une part de vérité, une part de communication dans ce qu'il dit, puisque vous savez que sur le sujet Bitcoin, les États-Unis essayent aussi d'envoyer des signaux positifs au secteur et à la communauté. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est le pragmatisme en fait, des États-Unis sur le sujet Bitcoin, parce que les États-Unis pourraient très bien se dire Bitcoin, ça ne nous arrange pas du tout, parce que nous, on a le dollar, et le dollar, voilà, c'est l'hégémonie, c'est la monnaie la plus grande sur la planète, donc on n'a pas du tout intérêt à ce que Bitcoin supplante le dollar. Mais ils ont compris que Bitcoin était là et qu'ils ne pouvaient rien y faire, Bitcoin existait, et donc ils allaient devoir jouer avec cette nouvelle donnée sur la place financière. Et aujourd'hui, ce qu'ils se disent, les États-Unis, c'est mais en fait, Bitcoin, c'est une monnaie libre, c'est une monnaie numérique, et donc ça incarne aussi nos valeurs libérales et démocratiques face au projet qu'a la Chine, et la Chine, on pense notamment à son projet de yuan numérique, qui est un projet pour le coup fermé, centralisé. On sait que la Chine, c'est aussi un pays qui utilise beaucoup plus la censure que les États-Unis. Et donc, finalement, ce combat entre la Chine et les États-Unis, il se manifeste aussi sur le plan des valeurs et donc sur le plan des monnaies qui sont utilisées. Et c'est vrai que les États-Unis vont beaucoup plus se dire que Bitcoin est intéressant pour eux, alors que la Chine... Oui. Ça ne les intéresse pas du tout, et ils ont plutôt tendance à défavoriser l'utilisation de Bitcoin en Chine. Donc aujourd'hui, ce que se disent les États-Unis, c'est finalement, nous, on préfère que dans certaines zones géographiques du globe, les gens adoptent Bitcoin plutôt qu'ils se laissent tenter par l'influence chinoise, par la dette chinoise, etc. Et donc, ils ont très bien compris que Bitcoin pouvait être un vecteur d'influence économique. Alors justement, les États-Unis continuent d'avancer sur le Bitcoin pour prendre de l'avance, accroître, amplifier leur avance sur les autres. Et c'est aussi l'objet de la question crypto qui claque, Claire et Thibaut. Chaque semaine, on pose effectivement une question embarrassante à nos experts. Thibaut et Claire, êtes-vous prêts ? On est prêts. Voici la question crypto qui claque de la semaine. 110 jours maintenant, 110 jours aujourd'hui que Donald Trump est au pouvoir. Sur les cryptos, son action vous enthousiasme-t-elle ? Vous convainc-t-elle fermement ? Deuxième option. Vous déçoit-elle ou carrément vous inquiète-t-elle ? C'est la question crypto qui claque de la semaine. Je vous laisse un instant de réflexion à l'un et l'autre, le temps pour nos auditeurs et téléspectateurs de participer. Sur X et LinkedIn, vous pouvez rejoindre la communauté BFM Crypto et donc voter et nous laisser vos arguments en commentaire. Chacun de vos arguments compte et on essaie chaque semaine de rebondir dessus. Claire, 110 jours que Donald Trump est au pouvoir sur les cryptos, son action vous enthousiasme, vous convainc, vous déçoit ou vous inquiète ? Je dirais qu'elle m'inquiète un peu par rapport à ce qui était prévu. Thibaut ? Ah ouais, je mettrais une neutralité. Pour le coup, c'est une des questions qui claquent les plus compliquées. C'est difficile, je suis d'accord. C'était donc une bonne question. Et vous tous, donc n'hésitez pas à participer. On gardera vos réponses d'ailleurs dans un instant. Vous êtes plutôt déçu, Claire ? Vous n'osez pas le dire comme ça. Vous êtes plutôt déçu. Je ne suis pas déçu. En fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. Je trouve les actions de Donald Trump pas très prévisibles. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses où, évidemment, on est plutôt content, c'est-à-dire la volonté d'avoir une réserve stratégique, le fait que la réglementation va permettre, par exemple, aux banques de mieux gérer de la crypto, etc. En revanche, les actions de communication de Donald Trump sur Bitcoin, les éventuelles manipulations de marché dont on peut se douter aussi dans le monde des cryptos en lien avec Donald Trump, moi, m'inquiète parce que ça ne donne pas une très bonne image du secteur et parce que je pense qu'on va en payer le prix aussi à un moment donné. Les États-Unis continuent néanmoins d'avancer étape par étape et État par État. Ça y est, un État américain lance officiellement, Thibaut, sa réserve stratégique en Bitcoin. Le gagnant est le New Hampshire, premier État américain à lancer sa réserve stratégique.
Oui, c'est ça, effectivement, ça date du début de cette semaine, ça a été annoncé par sa gouverneure sur X. Donc, ils ont signé cette loi visant à intégrer Bitcoin et d'ailleurs d'autres cryptos et des métaux précieux également dans leur réserve. Alors, le texte, il prévoit de pouvoir aller jusqu'à 5% du fonds de l'État sur ce type de nouveaux actifs. Et avec la petite subtilité, c'est que c'est conditionné à ce que la crypto ait une capitalisation supérieure à 500 milliards. Et ça limite quand même pas mal le choix, puisqu'aujourd'hui, seul Bitcoin coche cette case. Ether, il est à peu près à la moitié. Donc, pour l'instant, ce sera Bitcoin uniquement, mais effectivement, enfin, un premier État qui valide ces projets de loi. Mais là encore, quel contraste, un premier État américain donc valide une réserve stratégique en Bitcoin, et pendant ce temps, en Europe, on a vu passer un nouveau débat cette semaine. L'Europe serait en train de rendre le Bitcoin illégal, d'une certaine façon, sur son territoire. J'ai vu passer ça a l'air d'agiter la communauté. En quoi l'Europe rendrait-elle le Bitcoin d'un coup illégal, alors qu'on a MiCA, et que MiCA tend à plutôt protéger Bitcoin, Claire? Elle le rendrait non conforme, mais sans le faire exprès. Alors, je m'explique. Vous savez qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle le RGPD, c'est-à-dire le Règlement général pour la protection des données. Et dans le cadre de ce règlement, il y a ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Sauf que le droit à l'oubli sur les blockchains, c'est quand même un peu compliqué. À partir du moment où on considère qu'une adresse de portefeuille est une donnée personnelle, malheureusement, elle est sur la blockchain, et la blockchain, ce n'est pas modifiable. On ne peut pas effacer ce qui s'est déjà passé, ce qui est inscrit sur la blockchain et ce qui est répliqué sur des serveurs partout dans le monde. Donc, il y a une vraie problématique technique pour les différentes blockchains, pour respecter ce droit à l'oubli, pour ne pas dire impossibilité. Et donc là, on est dans un dilemme, et ce qu'a proposé le Comité européen pour la protection des données, c'est de dire non, mais attendez, votre impossibilité technique, c'est pas une raison pour ne pas respecter la réglementation. Et donc, il y a des pistes pour que vous puissiez respecter ce droit à l'oubli, et c'est notamment le chiffrement des outils comme les mixeurs, ZKP, etc., pour arriver à ne mettre sur la blockchain que des données chiffrées, et ne pas mettre de données personnelles comme des adresses de portefeuille. Sauf que là, on arrive en collusion avec une autre réglementation qui est celle de la lutte anti-blanchiment. Je pense notamment au règlement TFR, où là, on voit bien que tout ce qui est mixeur, technique de chiffrement, etc., ça n'est pas non plus ce qu'adorent les régulateurs. Et on voit bien, par exemple, qu'en France, ça fait longtemps que les plateformes, les PSAN, ne peuvent plus lister à la vente ou à l'achat des cryptos anonymes. Et donc, ici, on se rend bien compte qu'on est face à un dilemme, c'est-à-dire que d'un côté, on veut permettre aux gens d'avoir ce droit à l'oubli, de protéger leurs données, et de l'autre, on n'a pas non plus envie que ce soit trop confidentiel parce que ça ne permettrait pas de lutter contre le blanchiment. Donc ici, il y a un vrai dilemme avec un appel à consultation jusqu'au 25 juin. On va voir ce qu'il en ressort, mais pour l'instant, rien n'est voté. C'est un célèbre politique français qui expliquait quand quelque chose va de travers, entre le complot et l'incompétence, pensez toujours que c'est l'incompétence. C'est souvent dû à des incompétences que les choses vont plus qu'à des complots. Voilà, bon. Oui, je pense d'ailleurs que les régulateurs sont au courant de cette difficulté et qu'elle va être surmontée via des réflexions. Le monde de demain qui se construit, c'est... Alors attendez, juste un instant. Chris, le réalisateur de cette émission, a une question à vous poser. Vas-y Chris, c'est à toi. Oui, je voulais vous rappeler que le monde de demain, c'est aussi la tokenisation. D'ailleurs, Goldman Sachs a dit cette semaine miser sur la tokenisation de la dette américaine. À quoi cela servirait ? Ah, super question ça, la tokenisation de la dette américaine, à quoi ça servirait ? Déjà, c'est quoi la tokenisation ? On peut rappeler, Claire ? Oui, alors la tokenisation, c'est le fait de représenter des actifs, donc par exemple des bons du Trésor, mais ça peut être aussi théoriquement de l'immobilier, des droits de vote, etc., oui. De représenter ces actifs sur une blockchain existante. Donc souvent, c'est sur Ethereum, mais ça peut aussi être sur d'autres blockchains. Et ces actifs, d'un coup, vont avoir les mêmes propriétés techniques que les cryptos. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les détenir dans votre portefeuille, les envoyer à quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète, très rapidement, avec peu de frais, etc. Et donc là, en l'occurrence, cette tokenisation, à quoi elle servirait ? Notamment à fluidifier les marchés, à apporter plus de transparence. Tokeniser la dette américaine. Ouais. Voilà, et à pouvoir faire des achats et des ventes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, c'est une vraie optimisation, je dirais, technique dans le monde financier, parce que ça permettrait aussi de mettre des actifs du monde traditionnel dans le monde crypto, et donc d'accélérer l'interopérabilité et les échanges entre ces deux mondes. On comprend l'intérêt pour le monde crypto, mais pour la finance, pour la dette américaine, ça changerait quoi de l'avoir tokenisée, donc tradable ? On pourra la trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en quelque sorte, ça la rendra encore plus liquide, mais elle l'était déjà, enfin, je sais pas, oui, ce serait un pas en avant pour la finance traditionnelle ou plus pour le monde crypto quand même ? Alors, je dirais les deux. Maintenant, moi, je suis plus du côté du monde crypto, donc forcément, c'est plus difficile de me prononcer du côté finance traditionnelle, mais on peut quand même imaginer que ça leur apporte un certain nombre de fonctionnalités accrues. Ça rend cette dette plus liquide, plus transparente. On peut auditer plus facilement ce qui se passe sur les différentes blockchains, etc. Et BlackRock, de son côté, prône la tokenisation de tout Wall Street, tout le marché action de Wall Street, et ça finira sans doute par arriver d'ailleurs. Voilà.
Et pendant ce temps, et tu as bien fait Chris d'ailleurs de poser ta question, n'hésite pas, tu le sais, les pros, les cryptos, c'est à libre antenne. Chris, notre réalisateur qui, chaque semaine, vous interroge, vous les pros. Ouais, des bonnes questions, effectivement. Et vous tous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser aussi en commentaire, notamment sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Vous pouvez nous y suivre tout au long du week-end. Et pendant ce temps, Thibaut, Ethereum fait sensation, donc Ethereum qui remonte fort là. $2 300 en ce vendredi après-midi, bolide depuis quelques jours Ethereum. Alors il y a bien sûr la hausse de Bitcoin qui entraîne Ethereum, mais il n'y a peut-être pas que ça puisque la sous-performance d'Ethereum semble en partie s'effacer là. Comment est-ce qu'on explique le rebond du moment ? Alors, en fait, c'est un peu un alignement de plein de choses et quelque chose qui se profile aussi depuis quelques semaines, c'est-à-dire que Ethereum avait touché des points bas. On voit depuis à peu près le mois de mars où les gros investisseurs, ce qu'on appelle les whales, ont renforcé leur position progressivement sur Ether. Et là, on arrive à une semaine où on a des signaux positifs, l'intégralité du marché reprend des couleurs. En plus, sur Ethereum, on a une semaine un peu importante puisqu'on a la fameuse mise à jour Pextra, une mise à jour qui était très attendue, qui est une des étapes majeures dans la transition qui est en train de s'opérer sur Ethereum. Mise à jour qui a été un succès. Donc, en fait, tout alignement de planètes a permis à Ethereum d'être en lumière, de redonner de la confiance à un moment donné où on avait besoin. Et en plus, avec un prix qui est assez bas. Donc, finalement, peut-être que les investisseurs se sont dit c'est peut-être une opportunité intéressante de rentrer. On a revu aussi des flux positifs côté institutionnel sur les ETF. Donc, cet alignement de planètes a profité largement à Ethereum cette semaine, qui effectivement est le grand gagnant de la semaine, mais qui part aussi d'un peu plus loin parce qu'ils n'ont pas pris de valeur depuis un temps. Oui, et on est en pleine quête philosophique en ce moment chez Ethereum. Où vais-je ? Qui suis-je ? C'est un peu ça en ce moment le débat chez Ethereum face à la montée en puissance de Solana depuis plusieurs mois. Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, avance des pistes pour simplifier la blockchain, une forme de choc de simplification. À quoi ressemblerait un Ethereum plus simple, Thibaut ? Elle ressemblerait à beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore et beaucoup de choses qu'on connaît peut-être un petit peu déjà. Il faut imaginer, Ethereum, c'est une machine qui est énorme aujourd'hui, qui s'est construite brique par brique avec des briques qui venaient de différents endroits et on arrive aujourd'hui à une architecture qui est détonnante de complexité. Et ça a plusieurs inconvénients, notamment pour passer aux étapes d'après. Alors aujourd'hui, ça tourne, ça fonctionne, mais pour passer aux étapes d'après, c'est vrai que qu'on soit une entreprise, qu'on soit un utilisateur ou qu'on soit un développeur, la machine, elle devient de plus en plus illisible. Et donc, c'est difficile de se projeter avec cette machine-là. Donc, c'est dans ce cadre-là que Vitalik veut mettre en place ce qu'il appelle le choc de simplification, alors en mettant à certains endroits de la standardisation pour alléger un petit peu, en limitant parfois les couches à d'autres, pour aussi relancer un petit peu la machine économique. Donc, c'est plein de petites choses qui aujourd'hui fonctionnent, qui deviennent illisibles. Donc, essayer un petit peu de les regrouper. C'est un petit peu comme si vous aviez une entreprise qui grandissait très vite et qui était à un moment où ils étaient en crise de croissance. Et en fait, il faut simplement remettre un petit peu d'organisation dans les différents blocs, dans les différents départements pour repartir sur une base plus saine. Alors, à la taille d'Ethereum, c'est un chantier qui est colossal, qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va se faire sur du long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'on se pose déjà les questions. L'autre bonne nouvelle, c'est que là où on peut avoir l'impression que l'émergence d'autres blockchains met la pression, à mon sens, je le vois plutôt comme quelque chose de positif qui pousse l'innovation. Ça permet aussi de s'inspirer de ce qui fonctionne bien à droite et à gauche pour pouvoir en tirer profit. Et ça permet aussi de ne pas se reposer sur ses lauriers en disant si on ne se dépêche pas, d'autres vont peut-être prendre la place. Donc tout ça, je trouvais hyper propice sur l'innovation. D'accord. C'est intéressant parce qu'on n'est pas sur ses acquis sur Ethereum et on pense toujours. Ça ne veut pas dire que la vision change, ça veut dire simplement qu'on a conscience qu'il faut peut-être réorganiser certaines choses pour retrouver de l'attraction et garder en fait tous ceux qui viennent construire de nouvelles applications. Merci beaucoup à nos pros des cryptos à retrouver donc sur la chaîne YouTube BFM Crypto. C'est cette machine à condenser le temps, l'actualité de la semaine en 20 minutes. Merci à Claire Clabava pour 2 blocs. Merci. Bon retour Claire, bon week-end. Vous étiez sur le pont, tous les deux, là, fidèles au rendez-vous en ce pont du 8 mai. Un grand merci à vous aussi Thibaut Boutroux, depuis les bureaux de Meria. Donc, nouvel épisode à retrouver sur notre chaîne YouTube. Et dès lundi, vous retrouverez à 15h, bien sûr, à cette même place pour le club BFM Crypto, Sandra Gandoin. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.